Tu sais, après avoir observé pendant près de 70 ans comment les gens choisissent leur voie, j'ai appris une vérité toute simple. Les moments qui changent d'une vie n'arrivent jamais avec des trompettes ni des annonces grandioses. Ils se présentent en silence, déguisés en un jour comme les autres, peut-être un après-midi chaud où tu essaies simplement d'avancer sans abandonner. Cet après-midi de septembre 1882, alors que j'attendais debout sur le quai de la gare de Millerton, au Texas, j'ai découvert quelque chose qui m'accompagnerait pour le reste de mes jours. L'énorme différence entre être choisi par nécessité et être véritablement vu pour ce que l'on est. On dit que les desseins du Seigneur sont impénétrables, et avec les années, j'en suis venu à croire que c'est vrai. Mais j'ai aussi compris que parfois, ces mystères divins prennent la forme de deux âmes brisées qui se rencontrent juste au moment où le monde entier semble leur avoir tourné le dos. Voici l'histoire d'Anna Miller et Jacob Cole, une histoire qui montre que le fait d'être la dernière personne que personne ne veut peut devenir, de manière inattendue, le premier jour d'une vie qui compte vraiment. Si vous vous êtes déjà senti invisible, rejeté ou à l'écart, restez avec moi, car cette histoire parle directement au cœur. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis impatient de savoir jusqu'où voyagent ces histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour nous accompagner dans chaque nouveau chapitre du Far West. Le soleil de midi tombait sans pitié sur le quai en bois, comme s'il en voulait personnellement à tous ceux qui s'étaient rassemblés à la gare de Millerton. Anna Miller pressa sa langue contre son palais desséché, essayant de rassembler suffisamment de salive pour pouvoir avaler. Le petit seau en fer blanc rempli d'eau avait déjà fait 2 fois le tour des 10 femmes qui attendaient, mais elle l'avait refusé à chaque fois. Elle laissa les autres boire en premier. Elle avait appris cette leçon il y a longtemps. Ne jamais montrer son besoin quand les loups regardent. Autour d'elle, les murmures s'intensifiaient et l'air sentait la poussière, la sueur et les nerfs à vif. Mesdames et messieurs, la voix de M. Harwick s'éleva au-dessus de la foule avec la même énergie exagérée qu'un vendeur ambulant à la foire du comté. D'excellentes femmes, toutes formées aux arts ménagers. Son ton était joyeux, presque festif, comme s'il proposait des marchandises plutôt que des êtres humains avec leurs rêves et leurs peurs. Anna garda les yeux baissés, consciente de chaque respiration, de chaque regard qui parcourait la rangée de femmes comme si elles étaient évaluées une par une. Elle ne savait pas que, dans cette chaleur étouffante et cette humiliation silencieuse, son destin était sur le point de croiser celui d'un homme qui n'avait plus rien à perdre non plus. Mademoiselle Catherine, de Pennsylvanie. Elle sait lire, écrire et compter. Un éleveur aux tempes grisonnantes s'avança et aida Mademoiselle Catherine à descendre de la plateforme. La jeune blonde sourit avec charme, son soulagement aussi évident que la rosée du matin. Une de moins, il en reste 9. Anna garda les yeux fixés sur l'horizon plat, où les rails du train disparaissaient dans la chaleur étouffante. Elle pouvait sentir la tension de la foule glisser sur elle comme de l'huile sur l'eau, sans jamais vraiment adhérer. La femme à côté d'elle, Madame Garrett, du Missouri, veuve avec 2 enfants, changea le poids d'un pied à l'autre. J'ai entendu parler de vous, murmura Madame Garrett, pas de manière désagréable, mais pas non plus amicale. Celle qui a été renvoyée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Les mots restèrent suspendus entre elles, comme du linge étendu sur un fil. Anna ne broncha pas. Elle avait entendu pire, on lui avait dit pire, notamment de la part de sa propre famille, lorsque Thomas Miller l'avait renvoyée comme une charrue cassée après 3 ans de mariage. Son père n'avait même pas levé les yeux de son journal lorsqu'elle s'était présentée sous son porche. Sa mère lui avait mis de l'argent pour le voyage dans la paume de la main et avait fermé la porte, doucement mais fermement. Mademoiselle Dorothy, qui est couturière accomplie, peut confectionner une chemise pour homme, du patron jusqu'au dernier bouton. Un autre éleveur réclama son prix. Il restait 8 femmes, la plateforme semblait désormais plus grande, les espaces entre les corps grandissaient comme autant d'accusations. Anna remarqua que les femmes réclamées regardaient en arrière avec un mélange de pitié et de soulagement. Par la grâce de Dieu, pensai-je. La foule se resserra. Elle pouvait sentir leur sueur mêlée à celle du tabac, leur parfum du dimanche déjà aigri par la chaleur. Les femmes en robe de calicot chuchotaient derrière leurs mains gantées. Les hommes crachaient du jus de tabac et faisaient des blagues suffisamment fortes pour qu'elle les entende. « Elle a un problème, celle en marron ?» entendit-elle quelqu'un dire. « C'est normal si elle est là pour la 2e fois. » Marchandise retournée.
Un autre acquiesça. Harwick ne devrait même pas la montrer. Ses ongles s'enfoncèrent en forme de croissant dans ses paumes, mais elle garda un visage impassible, comme du beurre fraîchement battu. Elle s'était entraînée devant le miroir de la pension de Madame Donny. Comment regarder à travers les gens plutôt que de les regarder? Comment se tenir droite, comme si la honte ne la dévorait pas de l'intérieur? Madame Garrett, veuve mais fertile, avec 2 enfants en bonne santé. La femme à côté d'elle s'envola pratiquement de la plateforme dans les bras d'un fermier allemand qui semblait aussi solide que du bon bois. Il en restait 7. Les espaces s'élargissaient. Anna se sentait de plus en plus visible à chaque sélection, comme lorsqu'on voit le soleil se lever sur la prairie, alors qu'on préférerait rester caché dans l'obscurité. Les filles les plus jeunes partirent rapidement. Sarah avec le fils du banquier, Louise avec l'opérateur télégraphique, Mary Elizabeth avec le cousin de quelqu'un d'Austin. Il en restait 4, 3, 2, et puis plus qu'Anna. Les rires commencèrent doucement, comme le vent dans les champs de maïs, puis devinrent plus désagréables. Le visage de M. Harwick était devenu rouge comme une tomate mûre, et ses papiers craquaient tandis qu'il cherchait quelque chose, n'importe quoi à dire à son sujet qui pourrait sauver ce désastre. Maintenant, mademoiselle Miller, vous avez de l'expérience dans la gestion d'un foyer. Les rires s'intensifièrent. Quelqu'un cria « De l'expérience? Très bien, mais elle ne peut pas conclure l'affaire. » Ses genoux menaçaient de se dérober. Sa gorge se serra comme une botte neuve, mais elle resta debout, fixant l'horizon comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir. Elle pensa à la petite chambre de la pension où elle allait devoir retourner, au regard complice des autres clients, au chuchotement qui la suivrait dans toutes les villes où elle tenterait de se rendre. C'est alors qu'elle l'entendit. Des bottes sur le parquet, fermes et sans hâte, comme un battement de cœur. Les rires s'interrompirent, puis cessèrent complètement, comme si quelqu'un avait fermé un robinet. La foule s'ouvrit comme la mer Rouge dans l'Exode, et à travers ce couloir de visages soudainement silencieux apparut Jacob Cole. Elle savait qui il était. Bien sûr, tout le monde dans les 3 comtés le savait. Le rancher qui avait perdu sa femme et son bébé 3 ans auparavant. Celui qui n'assistait jamais aux réunions sociales du village, qui ne quittait jamais son chapeau devant les filles à marier, qui ne souriait jamais. Il se tenait droit, comme quelqu'un qui travaille avec du bétail, pas comme quelqu'un qui essaye de s'imposer. Ses vêtements étaient propres, mais usés au coude, son visage buriné par le soleil et quelque chose de plus profond qui vivait derrière ses yeux. Il s'arrêta au pied de l'estrade, mais au lieu de la regarder en face comme les autres l'avaient fait, cherchant à savoir ce qui n'allait pas, ses yeux se posèrent sur ses mains. Elle remarqua qu'il les avait ouvertes et que de petites gouttes de sang marquaient l'endroit où ses ongles avaient déchiré la peau. « Monsieur Cole, » balbutia Harwick en s'essuyant le visage avec un mouchoir jaunâtre, « je veux dire, je ne savais pas que vous cherchiez. » « Je ne cherchais pas, » répondit Jacob d'une voix rauque comme de la toile de jute. « J'ai simplement changé d'avis. » Puis il leva les yeux et la regarda droit dans les yeux, sans compassion, sans calcul, comme s'il achetait du bétail, la regardant simplement comme s'il voyait quelque chose que tous les autres avaient ignoré. « Ça, dit-il à voix haute pour que tout le village l'entende, on s'en va. » Le silence qui suivit était aussi complet qu'une prière à l'église. Anna sentit la plateforme vaciller sous ses pieds, même si elle savait qu'elle était en pain de massif. Elle ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. « Qu'avez-vous dit quand quelqu'un vous a sorti du feu juste au moment où les flammes commençaient à lécher votre jupe? »« Monsieur Cole, » réessaya Harwick en fouillant nerveusement dans ses papiers. « Je me sens obligé de vous informer de certaines circonstances liées au passé de Mademoiselle Miller. » Je n'ai pas besoin de le savoir. Jacob s'était déjà retourné. Elle vient ou elle ne vient pas. Anna eut besoin de 3 essais pour faire fonctionner sa voix. J'y vais. Il acquiesça une fois et commença à marcher parmi la foule. Elle prit son sac en toile, léger comme l'espoir et lourd comme l'échec, et le suivit. Les habitants s'écartèrent comme si elle était contagieuse, le visage déformé par la confusion et autre chose. La déception. Peut-être parce que le spectacle ne s'était pas terminé comme il l'avait espéré. C'est Jake Cole. Quelqu'un murmura en assumant les responsabilités d'un autre homme, une tâche inutile. Un autre répondit, « Elle aussi le décevra. » Mais Anna continua à marcher,
suivant ses épaules fermes à travers la foule. Ses jambes tremblaient à chaque pas, mais elle ne trébucha pas. Elle ne regarda pas en arrière. La tribune et son humiliation étaient derrière elle, et devant elle s'étendait l'avenir. Elle ne savait pas quoi, elle ne pouvait pas l'imaginer. Mais cela devait être mieux que de rester seule pendant que le monde se moquait d'elle. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, pratique, sans fioriture, construite pour travailler et non pour impressionner, il s'arrêta à côté d'elle. Il ne prit pas son sac, ne la prit pas par le coude pour l'aider à monter. Il resta simplement là à attendre. Elle comprit alors qu'il lui laissait le choix. Même maintenant, même après l'avoir réclamé devant tout le village, il la laissait décider. Elle pouvait partir, retourner à la pension, au chuchotement et à la mort lente d'être indésirable. Ou elle pouvait monter dans cette voiture. Elle jeta son sac de voyage à l'arrière, s'agrippa au côté et monta. Ses bottes s'accrochèrent à sa jupe et elle faillit tomber. Mais elle y parvint sans aide. Quand elle s'installa sur le banc en bois dur, elle vit que quelque chose changeait dans son expression. Ce n'était pas exactement de l'approbation, peut-être du respect. Il monta à côté d'elle, prit les rênes et claqua la langue pour faire avancer les mules. Ils quittèrent la gare, laissant la foule derrière eux. Le silence entre eux était différent du silence de la plateforme. Celui-là était le silence avant l'exécution. Celui-ci était, elle ne le savait pas encore, mais elle pouvait respirer en sa présence. Lorsqu'ils passèrent les derniers bâtiments de la ville, elle finit par parler. Pourquoi? Il ne répondit pas immédiatement. Les sabots des mules soulevaient une poussière fine qui recouvrait tout. Lorsqu'il parla, il ne la regarda pas. Tu n'as pas supplié. C'était tout, mais d'une certaine manière, c'était suffisant. Avant de continuer, merci de laisser un j'aime et de vous abonner. Dites-moi depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Maintenant, revenons à l'histoire. Les roues de la charrette heurtaient chaque nid de poule comme si elles étaient payées pour le faire. Anna s'agrippa au buffet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, essayant d'éviter de glisser vers Jacob Cole. Il était assis comme si le banc faisait partie de lui, bougeant à chaque secousse au lieu de résister. Derrière eux, le bruit de la foule s'estompait jusqu'à devenir un murmure. Puis plus rien, juste le crissement des sangles de cuir et le cliquetis constant des sabots des mules sur la terre compacte. Pourtant, elle sentait encore des regards dans son dos, probablement à des kilomètres de distance. « Monsieur Cole, dit-elle d'une voix rauque. Elle déglutit et réessaya. Il y a des choses que vous devriez savoir sur les raisons pour lesquelles j'étais disponible. Je n'ai pas besoin de les savoir, mais vous savez sûrement cuisiner. La question l'a pris au dépourvu. Oui, faire la lessive. Oui, savez-vous à quelle extrémité du poulet se trouvent les œufs? Malgré tout, sa bouche se crispa. En général, à l'arrière. Il émit un son qui aurait pu être un signe d'amusement. Alors tout va bien. Ils passèrent devant la dernière maison à la sortie du village, celle de la veuve Morrison, avec sa clôture tombée et ses roses jaunes sauvages. Anna était passée devant tous les jours depuis la pension, se demandant si elle finirait ainsi, seule et oubliée, sauf par la compassion. « Tes valises, elles sont légères, » remarqua Jacob. « Je n'en ai pas beaucoup. »« Bien, n'en ayez pas beaucoup. » L'honnêteté de ses paroles le rassura. Ici, pas de faux-semblants, pas de promesses d'un avenir meilleur que celui qu'il avait connu. « Les ranchs, commença-t-il, puis il s'interrompit. « Qu'avais-tu demandé? Quel type de lit? Combien de bovins? Y aurait-il d'autres personnes ou seulement eux et le vide? Et 8 miles, peut-être 9, 160 acres, principalement des broussailles. La maison a 4 chambres et une remise. Il passa les rênes dans une main et sortit un mouchoir pour essuyer la poussière de son visage. Tu aimeras la remise. La remise, je l'ai construite le mois dernier. Elle a sa propre serrure à l'intérieur. Anna se retourna pour étudier son profil. Tanné comme du vieux cuir, concentré sur la route devant lui. Un muscle se tendit dans sa mâchoire comme s'il mâchait ses mots entre ses dents. Tu m'as construit une chambre avant même de savoir que j'existais. Construit une chambre pour quelqu'un. Tu pensais que celui qui répondrait à cette annonce voudrait son propre espace. Annonce. Il avait donc été l'un de ces hommes qui partaient à la recherche d'une fiancée comme s'il la commandait sur catalogue. Seulement, il n'était même pas venu voir la sélection avant que tu ne sois à la gare pour nous accueillir. Il n'avait pas l'intention de le faire. Qu'est-ce qui a changé? Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas.
Un faucon volait en cercle au-dessus de leur tête, profitant des courants thermiques dans le bleu infini. Les mules avançaient d'un pas ferme, comme un battement de cœur. Il vit la foule se rassembler comme des oiseaux transporteurs. Ses mains s'agrippèrent à la bride. Il alla voir ce qui se passait et la trouva. La dernière, la rejetée, celle dont personne ne voulait. Je travaille dur, dit Amon, dit-elle ayant besoin de dire quelque chose de vrai. Ne te plains pas, n'attends pas trop. D'accord, moi non plus. Ils arrivèrent à un nid de poule plus profond et elle fit un grand bond, s'appuyant sur son épaule. Il était solide comme un poteau de clôture, chaud à travers sa chemise en coton. Elle s'écarta rapidement, mais pas avant de le sentir. Le savon et le cuir menthe et quelque chose qui ressemble au cèdre coulent plus loin, dit-il. Nous nous arrêtons pour abreuver les mules. Elle pouvait maintenant le voir. Une ligne verte traversait le paysage brun. Des peupliers marquaient l'eau comme une promesse. À mesure qu'il s'approchait, elle vit autre chose. Un cavalier attendait à l'ombre, son chapeau enfoncé sur la tête. Jacob tendit les épaules. Sa main se déplaça vers le fusil posé sur son genou, mais il ne le leva pas. « C'est Harwick, dit-il, et la façon dont il le dit fit se nouer l'estomac d'Anna. Il a dû prendre le raccourci. L'agent matrimonial montait son cheval avec la patience d'un homme qui a de bonnes cartes en main, les papiers roulés dans sa main comme une arme qu'il n'avait pas encore décidé d'utiliser. Jacob arrêta les mules à 6 mètres de l'endroit où Harwick attendait. Le cheval de l'agent matrimonial ruait et renâclait, impatient de boire l'eau qui se trouvait plus loin. Mais Harwick le tenait fermement, les papiers enroulés frappant sa cuisse. Le skull. Harwick toucha le bord de son chapeau. Mlle Miller, c'est fait. Harwick. La voix de Jacob ne trahissait pas plus d'émotion que s'il parlait de poteau pour une clôture. Vous avez vos honoraires. Nous avons notre affaire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est là que vous vous trompez. Harwick se déplaça sur sa chaise, faisant craquer le cuir. Vous voyez, j'ai des obligations légales. Lorsqu'une femme a déjà été mariée et qu'elle revient, il y a des documents à signer, des renonciations, des protections pour vous, Monsieur Cole. Anna sentit un nœud se former dans son estomac. Ça y était, les détails. L'humiliation servit toute fraîche à Jacob Cole. Je n'ai pas besoin de protection. Jacob claqua la langue pour faire avancer les meules. Harwick poussa son cheval sur le côté, bloquant le passage vers l'homme. Vous devez savoir dans quoi vous vous embarquez. Cette femme est assise juste là. Les mots sortiront de la bouche d'Anna avant qu'elle ne puisse les retenir. Les deux hommes se tournèrent vers elle. Elle redressa le dos et regarda Harwick dans les yeux. Quoi que vous ayez à dire, Monsieur Harwick, dites-le sans détour. Harwick ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Madame Miller, Mademoiselle Miller, corrigea-t-elle, le divorce était définitif. Thomas voulait que cela soit clair comme de l'eau de roche. Mademoiselle Miller, je ne fais donc qu'essayer de protéger les intérêts de Monsieur Cole. Il devrait connaître sa situation. Le mot resta suspendu dans l'air comme la fumée d'un incendie lointain. Anna sentit Jacob rester immobile à ses côtés. Il n'était pas vraiment tendu, mais ressemblait plutôt à un homme qui écoute le tonnerre après un coup de foudre. 3 ans de mariage, poursuivit Harwick, entrant dans le vif du sujet. Pas d'enfant. Le mari a témoigné que les relations conjugales étaient normales. Le médecin de Fort Worth a confirmé qu'il n'y avait aucun obstacle évident de son côté. Cela amène un homme à se demander, ce qui amène un homme à se demander pourquoi vous continuez à parler. L'interruption de Jacob fut douce, ce qui d'une certaine manière aggrava les choses. Déplace ton cheval, j'essaie de t'aider, Cole. Tu ne sais pas ce que tu... Je sais que tu empêches mes mules de boire. Je sais que tu parles de choses qui ne te regardent pas. Je sais que si tu ne déplaces pas ce cheval dans les 10 prochaines secondes, je le déplacerai pour toi. Le visage de Harwick est devenu rouge, puis blanc. Son cheval dansait sur le côté, sentant l'attention. J'essaie de faire ce qu'il faut pour toi, Cole. Cette femme ne peut pas avoir d'enfant. C'est documenté. Si tu acceptes une vie de maison vide, de chambre d'enfant vide, de vide. Jacob descendit de la voiture avant qu'Anna n'ait eu le temps de cligner des yeux. Il ne courut pas, ne se précipita pas. Il descendit simplement et marcha vers Harwick avec l'inévitabilité du coucher de soleil. Le cheval de Harwick prit peur et l'agent dut lutter pour le maîtriser. « Vide », répéta Jacob comme s'il savourait le mot.
Tu veux parler de vide? Il s'arrêta à côté du cheval de Harwick, une main sur la bride. Ma maison est déjà vide. Cela fait 3 ans que je vis dans le vide. J'ai une tombe avec 2 pierres tombales côte à côte. Vide. Tu penses que cette femme va aggraver les choses? Harwick déglutit si fort qu'Anna pouvait voir sa gorge bouger depuis l'endroit où elle était assise. Je me suis juste dit, non, tu n'as pas réfléchi. Jacob lâcha la bride et recula d'un pas. Tu voulais ton spectacle, tu voulais ton drame. Eh bien, tu l'as eu à la gare. Maintenant, pars. Pendant un instant, Harwick sembla vouloir discuter. Puis il fit pivoter son cheval et l'épéronna plus que nécessaire. L'animal bondit en avant, soulevant un nuage de poussière qui se posa sur tout comme un jugement. Jacob resta là à regarder jusqu'à ce que le cheval et son cavalier disparaissent derrière une colline. Puis il retourna lentement et fermement vers la charrette et monta à côté d'elle. « Je suis désolé. » Il reprit les rênes. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si je devais le faire. » Il conduisit les mules jusqu'au ruisseau. Ils attendirent, l'eau leur arrivant aux genoux, buvant goulûment tandis que l'eau claire et fraîche coulait autour d'eux. Jacob tira sur les rênes, descendit à nouveau et alla vérifier leurs sabots. Anna le regarda passer ses mains sur chaque patte, à la recherche de pierres ou de coupures, avec une patience qu'elle ne pouvait feindre. « Tu devrais savoir, lui dit-elle dans le dos, que ce qu'il a dit à propos de moi et des enfants était vrai. » Il se redressa, l'eau coulant de ses mains. « Tu devrais savoir que ma femme est morte en essayant de m'en donner un. Le bébé est mort assis. Il a mis presque une journée à mourir pendant que je restais assis là, aussi inutile que les mamelles d'une truie. » Il s'essuya les mains sur son pantalon. « Donc, si tu t'inquiètes que je cherche une jument poulinière, tu peux s'arrêter. » Ces mots auraient dû être durs, mais ils sortirent fatigués, comme des faits usés par l'usage. « Alors pourquoi? » demanda Anna. « Pourquoi se marier? » Il la regarda vraiment. Ses yeux étaient de la couleur de l'herbe en hiver, gris-vert et distant. « Le ranch ne se gère pas tout seul. J'ai besoin d'une autre paire de mains. Quelqu'un qui fasse ce qu'il faut faire sans attendre grand-chose en retour. C'est tout. C'est tout. » Elle acquiesça lentement. Au moins, il était sincère, plus sincère que Thomas ne l'avait jamais été avec ses promesses d'amour éternel. Jusqu'à ce que le médecin prononce le mot qui a tout changé. « Je peux le faire, dit-elle. Travailler en échange de ma subsistance. C'est tout ce que je demande. Bien. » Il retourna vérifier les mules. « Mais il y a autre chose. Des choses que tu dois savoir avant d'arriver là-bas. » Anna attendit qu'il ait fini avec les animaux, puis le vit sortir sa gourde dessous le siège. Il but une gorgée et la lui tendit. L'eau était tiède et avait un goût métallique, mais elle but quand même. « Je ne parle pas beaucoup, dit-il. Je ne vais pas aux réunions sociales du village. Je ne reçois pas de visiteurs, sauf lorsque les affaires l'exigent. Ne t'attends pas à ce que cela change. Ça me va. Je me lève avant l'aube et je travaille jusqu'après le coucher du soleil. J'attends de la même chose. Je n'ai pas peur de travailler. La maison est rustique, fonctionnelle, mais pas jolie. Je n'ai pas d'argent pour les belles choses. De toute façon, la beauté ne m'a jamais rendu service. » Cela lui arracha quelque chose qui ressemblait à un sourire. Juste un tic au coin des lèvres, mais cela a changé tout son visage pendant une seconde. Cela l'a fait paraître plus jeune, moins comme un homme sculpté dans le chêne et le cuir brut. Encore une chose. Il prit la gourde et la referma soigneusement. « Cette pièce attenante est à toi. C'est ton espace. Je n'y entrerai pas sans y être invité. Je n'attendrai pas que tu entres dans la mienne. Nous partagerons la cuisine et les parties communes. Nous partagerons le travail, mais c'est tout ce que nous partagerons. Compris? » Le soulagement la frappa si fort qu'elle dut s'agripper au siège de la voiture. Thomas avait exercé ce qu'il appelait ses droits conjugaux tous les soirs pendant 3 ans, jusqu'à ce que le médecin dise que cela n'avait plus de sens. Même après cela, lorsque l'alcool de maïs le rendait méchant, il continuait à la comprendre. Elle s'en sortait bien. Il remonta dans la voiture et desserra le frein. Encore 4 miles, peut-être 5. Ils sortirent du ruisseau, l'eau ruisselant sur les roues en jet argenté. Le soleil avait dépassé son zénith, projetant leurs ombres à leurs côtés comme s'ils étaient des compagnons. Anna s'adossa à la banquette dure, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le nom. Ce n'était pas exactement de l'espoir, ni de la paix, mais peut-être l'espace où ces choses pouvaient grandir si on leur donnait du temps, de la tranquillité et de l'espace.
Les mules reprirent leur rythme. La charrette continua d'avancer, puis elle le vit. Un cavalier qui arrivait à toute vitesse depuis le ranch, un nuage de poussière s'élevant derrière lui comme de la fumée. Jacob tira sur les rênes, et elle le sentit se crisper d'une manière qu'il n'avait même pas fait avec Harwick. C'est Sam, dit-il, et la façon dont il le dit lui donna à nouveau un nœud à l'estomac. Le fils de mon voisin. Il ne chevaucherait pas ainsi à moins que quelque chose n'aille pas. Le garçon criait quelque chose, mais le vent emporta ses paroles. Tout ce qu'on a pu distinguer, c'était la panique dans sa voix et la façon dont il pointait du doigt un nuage de fumée sombre qui commençait à s'élever à l'horizon. Le cheval de Sam Patterson était couvert d'écume blanche lorsqu'il s'arrêta brusquement à côté d'eux. Le garçon ne devait pas avoir plus de 14 ans. Son visage était rouge comme de la viande crue et les mots jaillissaient entre ses halètements. « Monsieur Cole, le feu a traversé le ruisseau. Mon père dit que s'il atteint son pâturage, à quelle distance? » demanda Jacob, qui faisait déjà demi-tour avec la charrette. « À environ 3 kilomètres de son pâturage sud. Le vent le pousse vers le nord. » Le cheval de Sam trépignait sur place, les flancs haletants. « Papa m'a envoyé vous prévenir au cas où vous auriez besoin de déplacer le bétail. » Jacob remua la mâchoire. « Le bétail est dans le pré de la maison. Il devrait être en sécurité. Dites à votre père que je le remercie de m'avoir prévenu. » « Oui, monsieur. » Le garçon fit demi-tour avec son cheval et s'arrêta. « Monsieur, nous aurions besoin de toute l'aide possible si vous êtes disposé à nous aider. Après m'être occupé de votre ferme, j'irai. » Jacob attendit que Sam s'éloigne au galop avant de se tourner vers Anna. Changement de programme. La fumée à l'horizon s'était épaissie, s'étendant comme de l'encre renversée dans le ciel. Anna pouvait maintenant la sentir. Ce n'était pas de la fumée de bois, mais d'herbe, une odeur âcre et désagréable. « Le feu ne menace pas la maison, » dit Jacob en maniant les rênes pour accélérer les mules sans les faire paniquer. « Mais je dois vérifier les freins que j'ai creusés, m'assurer qu'ils tiennent le coup. Des freins, des bandes de terre remuées. La plupart du temps, ils empêchent le feu de se propager. » Ses yeux restèrent fixés sur la fumée. « Le ranch se trouve juste derrière cette colline. Je vais te montrer la maison rapidement. Ensuite, je dois aller aider Patterson. » Ils arrivèrent au sommet de la colline et Anna vit la maison. Une maison basse en bois brut et en poteaux de cèdre qui semblait avoir poussé de la terre plutôt que d'avoir été construite dessus. À côté, il y avait une grange, avec un enclos attenant. Pas de jardin, pas de fleurs, pas de touche féminine, mais solide. Tout en elle respirait la solidité. Jacob s'arrêta devant la porte d'entrée, sauta de la voiture et prit le sac de voyage d'Anna. « Viens, je vais te montrer ce qu'il y a. » La maison sentait le gras de bacon et la poussière. 4 pièces, comme il l'avait promis. Une cuisine qui servait de pièce principale, 2 chambres et un petit salon qui semblait n'avoir jamais été utilisé depuis sa construction. Tout était fonctionnel. Tout était nu. Le poêle fonctionne bien, mais le régulateur se bloque. Il se déplaçait rapidement dans la pièce, montrant des choses du doigt. Des pompes dans l'évier de la cuisine. L'eau est saine. Elle provient d'une source. Des vendeurs grossiers derrière cette pote. Un fumoir à l'arrière. Il poussa une porte à l'arrière de la cuisine. La pièce attenante était étroite, mais privée, avec sa propre porte donnant sur l'extérieur, comme il l'avait dit. Un simple lit en fer avec un matelas de paille, un lavabo, des crochets pour les vêtements, une petite fenêtre avec des rideaux faits de sacs de fleurs. Des serrures. Il désigna le verrou à l'intérieur des 2 portes. « Personne ne te dérangera ici. » Anna posa son sac de voyage sur le lit. La pièce sentait le bois neuf et le vide, mais elle était à elle. Le verrou de la porte le disait bien. Les poules sont dans la grange à côté de la remise. Jacob était déjà en train de partir. Elles ont probablement besoin d'être nourries. Il y a des céréales dans la grange, les conteneurs sont étiquetés. Il y a des conserves dans la cave, du porc salé dans le fumoir. Fais comme chez toi. Tu pars déjà? Il s'arrêta à la porte de la cuisine. Feu, n'attends pas. Je dois aider Patterson. Puis vérifier mes freins. Je ne reviendrai peut-être pas avant tard, peut-être demain matin. Mais moi, Elle avala le reste. Que voulait-elle dire? Qu'elle ne savait pas où se trouvait quoi que ce soit? Qu'elle n'avait jamais été seule dans un ranch? Que l'idée de passer sa première nuit dans la maison d'un inconnu sans même qu'il soit là lui serrait le cœur. Tout ira bien. Il le dit comme un fait, pas comme un encouragement.
La maison est solide. Tu as de la nourriture, de l'eau, un abri. Verrouille les portes si ça te rassure. Puis il partit. Elle entendit le bruit de la charrette s'éloigner rapidement, la laissant dans le silence de la maison vide. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la fumée devenir plus sombre, peut-être plus proche, mais c'était difficile à dire. Anna resta au milieu de la cuisine, faisant l'inventaire. Une cuisinière en fonte qui avait besoin d'être nettoyée. Une table avec 2 chaises, l'une plus usée que l'autre. Des étagères avec quelques assiettes, aucune assortie. Une cafetière sur la cuisinière avec les résidus du matin encore à l'intérieur. Elle s'approcha des étagères et passa son doigt sur la poussière. En dessous, on voyait une ligne de bois propre. Sur la table, des cercles de tasses à café. À côté de la cuisinière, des taches de graisse sur le mur, résultat d'une cuisine de célibataire. L'endroit avait besoin de travaux, de soins, de quelqu'un qui le transformerait en quelque chose de plus qu'un simple refuge. Il se mit à déballer ses quelques affaires dans la remise. Des robes, des sous-vêtements, la Bible de sa mère qu'il n'avait pas ouverte depuis des mois, une brosse à cheveux, le savon jaune qu'il avait conservé. Puis il retourna dans la cuisine, noua son tablier et s'appropria l'espace de la seule manière qu'il connaissait. Au début, l'eau de la pompe était rouillée, mais elle finit par s'éclaircir. Elle trouva du savon et des chiffons et commença par la table. Le bois était en bon état sous la saleté, des planches de pain qui deviendraient brillantes avec un peu de travail. Elle frotta la cafetière et jeta les vieux marques par la porte arrière. Dans la cave, elle trouva des trésors. Des pommes de terre molles, mais pas pourries, des oignons, un bocal de pêche en conserve qui ressemblait à un coucher de soleil dans du cristal. Le fumoir contenait de la viande de porc salée, comme on le lui avait promis, ainsi qu'un jambon qui aurait pu être bon s'il n'avait pas été retourné à l'intérieur. Les poules se plaignirent lorsqu'il entra dans leur poulailler, 5 poules et un coq qui se prenait pour un grand seigneur. Il trouva des œufs, 4, chauds dans la paille. La grange était vide, comme on le lui avait promis. Tout ce que faisait Jacob Cole semblait propre, ordonné, sans fioriture. De retour dans la cuisine, il alluma le feu de la cuisinière. Le clapet était coincé, mais il découvrit qu'en le soulevant et en le tournant en même temps, il se dégageait. Bientôt, il avait de l'eau qui chauffait, des haricots qui trempaient pour le lendemain et une décision à prendre concernant le dîner. Allait-il s'attendre à un repas à son retour? Allait-il penser qu'elle était présomptueuse si elle cuisinait ou paresseuse si elle ne le faisait pas? La fumée à l'extérieur était maintenant beaucoup plus épaisse. Elle pouvait voir une lueur orange à sa base lorsque le vent changeait de direction. Le feu était encore à des kilomètres, mais les kilomètres ne signifiaient rien pour un feu de prairie poussé par le vent. Elle fit du pain de maïs car elle avait les ingrédients nécessaires. Elle fit frire le lard salé jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Elle le mit de côté. Elle trouva des oignons sauvages qui poussaient près de la porte arrière. Elle les a ajoutés à la graisse du bacon. Elle a coupé des pommes de terre pour les faire frire. Ce n'était pas très sophistiqué, mais cela remplirait l'estomac d'un homme après avoir combattu le feu. Le soleil se couchait, teintant tout de la couleur de la fumée, lorsqu'elle a entendu des chevaux. Pas un, plusieurs. Elle s'est approchée de la fenêtre et a vu des silhouettes bouger dans la pénombre, des voix d'hommes, mais elle ne pouvait pas distinguer les mots. Puis des pas sur le porche, la porte qui s'ouvrait. Jacob était là, couvert de suie et de cendres, et derrière lui, 3 hommes qu'elle ne reconnaissait pas, tous également noircis par la fumée, la regardant avec des expressions allant de la surprise à quelque chose de plus. Quelque chose qui la fit reculer jusqu'à ce que sa hanche heurte la table. Adjoint, dit Jacob. Le feu franchit la brèche. Le plus grand des hommes, avec une barbe rousse visible à travers la suie, sourit d'une manière qui montrait trop de dents. « Eh bien, Jake, tu ne nous avais pas dit que tu avais de la compagnie. » L'homme à la barbe rousse fit un pas vers la cuisine, laissant des traces de cendres sur le sol avec ses bottes. Anna venait de nettoyer. Les 2 autres hommes se pressèrent derrière lui, remplissant la porte de leur corpulence et de leur odeur de fumée. « Voici ma femme. » La voix de Jacob résonna dans la pièce. Anna. Le mot « femme » resta suspendu dans l'air comme une barrière entre elle et eux. Le sourire de Barbe Rouge vacilla et se transforma en quelque chose de plus prudent. « Une femme? Depuis quand as-tu une femme, Jake? » « Depuis aujourd'hui. » Jacob passa devant eux et se dirigea vers le lavabo.
Il commença à se frotter les mains pour enlever la suie. Le feu est maîtrisé pour l'instant. Barbe Rouge continuait à regarder Anna. Le vent faiblit. Ça devrait tenir jusqu'à demain. Et vous, les gars, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Jacob s'essuya les mains avec la serviette qu'elle avait suspendue près du lavabo. Un long voyage dans l'obscurité. Attends! Le deuxième homme, mince et bronzé comme un fermier, s'avança. Nous avons passé toute la journée à lutter contre le feu. Le moins que vous puissiez faire, c'est de nous offrir quelque chose à manger. Les mains d'Anna trouvèrent le bord de la table derrière elle. Le pain de maïs refroidissait sur la cuisinière. Le porc calais et les pommes de terre restaient chauds dans la poêle. Assez pour un homme. Peut-être pour deux, mais pas pour quatre. Les femmes avaient également eu une longue journée. Jacob s'interposa entre elles et eux. Avec naturel, mais fermeté, je viens d'arriver du village, la vente des épouses. Redbeard haussa les sourcils. Tu as vraiment mis en œuvre ce plan absurde. Je te remercie de ton aide pour l'incendie. Jacob ouvrit davantage la porte. Non pas pour les inviter à entrer, mais pour les inviter à sortir. Dis à Patterson que je passerai demain. Je l'aiderai à reconstruire sa grange. Les trois hommes se regardèrent. Le troisième, plus âgé, aux tempes grisonnantes, s'éclaircit la gorge. Allez, les gars, cet homme veut de son mariage. Mais ils partirent, leurs lourdes bottes résonnant sur le porche, leur voix résonnant dans l'obscurité. Elle entendit Barbe Rouge dire quelque chose à propos de produits vendus par correspondance et un autre homme rire. Jacob ferma la porte, verrouilla la serrure et resta là, dos à elle, et ses les épaules tendues comme du fil de fer barbelé. « J'ai préparé le dîner », dit Dana dans le silence. « Si tu as faim… » Il se retourna lentement et observa la cuisine propre, la nourriture dans la cuisine, la table qu'elle avait nettoyée jusqu'à ce qu'elle soit nue. « Tu n'avais pas à le faire. Moi aussi, je devais manger. » Elle s'approcha de la cuisine et commença à remplir une assiette. Il était plus facile de bouger que de rester immobile sous son regard. « Assieds-toi, on dirait que tu vas tomber. » Il s'assit, elle posa l'assiette devant lui. Du pain de maïs, du porc, des pommes de terre aux oignons sauvages. Rien de spécial, mais il ouvrit les yeux comme si elle lui avait servi le repas de Noël. Il prit une bouchée, ferma les yeux et mâcha lentement. « Personne n'a cuisiné dans cette cuisine depuis 6 mois, sauf moi, dit-il finalement. On le voit aux taches de graisse. Cela lui arracha presque un sourire. Il mangea calmement, sans se presser, et laissa son assiette propre pendant qu'elle préparait sa propre ration. Ils s'assirent face à face, la lampe torchée entre eux, projetant des ombres sur les murs. « Un incendie, dit-elle. « Il y en a un, se retourna-t-il. Patterson a perdu quelques pâturages, mais aucune structure. Mes freins ont tenu le coup. Il prit le pain de maïs et le coupa en deux. Ça arrive tous les étés. L'herbe sèche, la foudre frappe ou un idiot jette une cigarette. La vieille prairie prend feu. Ces hommes ne reviendront pas. Elle le dit avec fermeté. Définitivement. Maintenant, ils savent que tu es ici. Demain matin, la nouvelle se sera répandue. Personne ne t'embêtera. Elle voulait lui demander ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas réclamée comme épouse, mais elle le savait. La même chose qui arrivait à toutes les femmes sans attache. Celle à la barbe rousse, dit-elle. Il sembla déçu. Jacob serra la mâchoire. Tom Hadley. Il pense qu'on lui doit quelque chose parce qu'il est né homme et blanc. Tu ferais mieux de rester loin de lui. C'est ce que je compte faire. Ils finirent de manger. Anna ramassa les assiettes et pompa de l'eau pour les laver. Jacob s'assit à table, la fatigue s'abattant sur lui comme de la poussière. Elle le voyait dans la façon dont ses épaules s'affaissaient, dans la façon dont ses mains reposaient à plat sur la table, comme si elles étaient trop lourdes pour être levées. « Tu devrais dormir, lui dit-elle. Il y a beaucoup de jours comme celui-ci. » Il se leva, ses articulations craquant. On s'y habitue. Il se dirigea vers sa chambre et s'arrêta à la porte pour la fermer à clé cette nuit-là. Les deux portes. « Tu crois qu'ils le feront? »« Non, mais ferme-les quand même. » Elle le fit, elle vérifia les deux portes 2 fois. Puis elle s'allongea sur le matelas de feuilles de maïs, tout habillée à l'écoute. La maison s'est calmée autour d'elle, les planches craquaient tandis que la chaleur de la journée s'estompait. Le vent soufflait contre les murs, apportant une légère odeur de fumée. À travers la fine paroi, elle entendait Jacob bouger dans sa chambre, le frottement de ses bottes lorsqu'il les enlevait.
le craquement des planches lorsqu'il se couchait. Puis plus rien, juste une respiration qui devint régulière et profonde. Anna resta allongée à regarder le plafond, comptant les nœuds du bois. C'était désormais sa vie. Cette chambre, cette maison, cet homme qui l'avait accueillie comme si elle était une employée, sans romantisme, sans attente, juste du travail, de la nourriture et un verrou à la porte. Le coq la réveilla avant l'aube, chantant comme si c'était le jour du jugement dernier. Anna se leva du lit, les muscles engourdis par le matelas fin, et s'habilla dans l'obscurité. À travers la fenêtre, les étoiles parsemaient encore le ciel, mais l'horizon oriental était déjà teinté d'un gris pâle. Lorsqu'elle alluma le poêle, Jacob était déjà dans la cuisine. Il s'affairait avec précaution, remplissant la cafetière et coupant du pain. Il travaillait sans parler, sans se heurter, comme des danseurs qui avaient appris les pas séparément. Aujourd'hui, je vais travailler dans le pré près de la maison, dit-il. Enfin, la clôture pour les poules. Tu as besoin de quelque chose dans la grange? Prends-le ce matin. Il faut s'occuper des poules. Elles sont désormais sous ta responsabilité. Il enfila ses bottes. Les œufs sont à toi, tu peux les utiliser ou les vendre. Il en va de même pour le potager, si tu veux en planter un. La saison est un peu avancée. Il est encore temps pour les légumes. Des navets. Peut-être des courges d'hiver s'il n'y a pas de gelée précoce. Jacob attendrait-il pour dîner? Elle l'avait vu prendre du pain, mais un homme ne pouvait pas se travailler toute la journée avec seulement du pain. Elle fit des biscuits, ouvrit un bocal de conserve de pêche, fit frire des œufs avec les pommes de terre restantes, mit tout cela sur la table, puis se sentit idiote, comme une épouse jouant à la dînette. Mais il arriva juste à midi, se lava les mains sans qu'on le lui demande et s'assit pour manger comme si c'était une routine bien établie. La clôture est en bon état, dit-il entre deux bouchées. Certains poteaux du côté nord sont pourris. Il faut les remplacer avant de l'hiver. Je peux t'aider. Il leva les yeux de son assiette. As-tu déjà posé des poteaux de clôture? Non, mais je peux apprendre. Peut-être. Il se remit à manger. Les parcelles du jardin du côté sud de la maison. Elles n'ont pas été travaillées depuis 3 ans. Le sol est peut-être épuisé. 3 ans depuis la mort de sa femme. Anna ne fit aucun commentaire. Elle se contenta d'acquiescer. À partir de là, les jours se succédèrent selon le même schéma. Ils se levaient avant l'aube, prenaient leur café et leur pain. Jacob partait à son travail et Anna au sien. Ils déjeunaient à midi s'il était assez près pour rentrer à la maison. Ils dînaient au coucher du soleil. Ils passèrent leurs après-midi sous le porche. Ils sculptaient le bois ou raccommodaient des harnais. Elle cousait avec le panier qu'elle avait trouvé dans le salon. Ils ne parlaient pas beaucoup, ce n'était pas nécessaire. Le travail parlait pour eux. Des clôtures réparées, des chemises raccommodées, des estomacs pleins, des vêtements propres. Une semaine passa. Puis 2, et la prairie brûlée commença à verdir à la base, la vie se frayant un chemin à travers le noir. Anna prépara la parcelle du potager, même si elle avait des ampoules aux mains et mal au dos. Jacob s'en rendit compte et le lendemain, il lui apporta des gants en cuir de la ville. Sans rien dire, il les posa sur la table. Elle apprit ses préférences sans poser de questions. Du café si fort que les fers à cheval flottaient, des haricots avec beaucoup de lard salé, du pain de maïs à la place des biscuits. Lui aussi apprit les siennes, d'une manière ou d'une autre. Il laissait toujours le seau d'eau plein quand il savait qu'elle faisait la lessive. Il répara la planche qui grinçait près de sa porte sans qu'elle le lui demande. La 3e semaine, elle étendait le linge lorsqu'elle s'entendit fredonner. Une mélodie de son enfance dont elle se souvenait à peine. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle avec culpabilité. Mais Jacob était dans le pré lointain. Personne ne l'entendait. Personne à qui cela importait. Elle retourna à sa lessive et laissa la mélodie continuer. Le linge mouillé flottait au vent, le soleil chauffait, et l'espace d'un instant, elle oublia de se protéger contre le bonheur. C'est alors qu'elle vit le cavalier s'approcher. Pas aussi vite que Sam Patterson le premier jour. Lentement, délibérément. Une femme à cheval, le dos droit avec sa droiture. Anna le sut avant que la femme ne soit assez proche pour la voir clairement. Madame Patterson qui venait d'inspecter la nouvelle épouse. Elle était venue la juger et la trouver insuffisante. Le fredonnement s'éteignit dans sa gorge. Elle lissa son tablier, remit ses cheveux en place derrière ses oreilles et se prépara à un combat qui ne laisserait pas de sang visible, mais qui serait tout aussi douloureux. Le cheval de Madame Patterson traversa la cour avec précaution,
comme s'il était trop bon pour cette terre. La femme était assise raide dans sa tenue d'équitation noire, malgré la chaleur qui avait noirci le cou du cheval de soir. Derrière elle, suivant exactement son rythme, chevauchait une femme plus jeune vêtue de bleu. C'était probablement sa fille, venue voir le cirque. Anna avait encore les mains humides après avoir fait de la lessive. Elle les essuya sur son tablier, sachant qu'elle laisserait des traces, mais sans s'en soucier. Qu'on la voie telle qu'elle était. Une femme qui travaillait, pas un objet de décoration. Madame Cole. La voix de Madame Patterson résonna dans la cour comme si elle appelait les cochons. J'espère moi aussi que nous ne dérangeons pas. Le nom de ma Cole lui semblait étrange. Elle portait ce nom depuis 3 semaines et il lui semblait encore emprunté, comme une robe qui ne lui allait pas tout à fait. Madame Patterson. Anna ne bougea pas de l'éteindroir et les fit venir à elle. Mademoiselle Patterson, la fille, âgée d'environ 16 ans, avec le nez fin de sa mère mais des yeux plus doux, acquiesça rapidement. Madame Patterson descendit élégamment de cheval, tendit les rênes à sa fille et traversa la cour comme Grant prenant Richmond. Nous devions simplement venir vous souhaiter la bienvenue comme il se doit. Elle regarda le linge, le seau d'eau savonneuse, le tablier mouillé d'Anna, et son sourire en dit long. Je m'excuse de ne pas être venu plus tôt, mais les rapports étaient si contradictoires. Des informations, vous savez comment parlent les hommes, ou peut-être que vous ne le savez pas, étant nouvelle ici. Madame Patterson retira ses gants d'équitation, un doigt après l'autre. Tom Hadley a dit que Jacob s'était marié. Mon mari a insisté sur le fait que cela ne pouvait pas être vrai. Jacob s'est montré très ferme sur le fait de ne plus se remarier depuis le décès de la chère Sarah. La chère Sarah, comme s'ils avaient été des amis intimes. Anna savait que Sarah Cole était décédée avant que les Patterson ne s'installent dans le comté. Pourtant, vous êtes là, continua Madame Patterson. C'est inattendu. Voulez-vous un peu d'eau? Demanda Anna. Du café? Un café serait parfait, si vous en avez. On ne sait jamais ce qui peut manquer dans la maison d'un célibataire. Anna les conduisit à l'intérieur, consciente de la façon dont ils cataloguaient tout. Le porche balayé, les marches réparées, les fenêtres propres. À l'intérieur, elle vit qu'ils remarquaient les sols lavés, les étagères bien rangées, l'absence de poussière. Madame Patterson pinça les lèvres. Elle s'attendait à trouver la misère. C'est charmant, dit-elle d'un ton qui signifiait le contraire. Vous avez fait des merveilles avec si peu. Anna mit le café sur le feu, sortit les tasses, les belles, celles qu'elle avait trouvées enveloppées dans du papier journal au fond d'une étagère. Il n'y a pas de soucoupe, mais les tasses sont en porcelaine peinte avec de petites roses. Elles appartenaient à Sarah, dit immédiatement Madame Patterson. Je me souviens quand elle les a commandées par correspondance chez Sears. Elles avaient un goût si raffiné. Elles sont jolies, acquiesça Anna, mordant à l'hameçon. C'était une femme cultivée, elle savait jouer du piano, parlait français. Ses travaux de couture ont remporté des prix à la foire du comté. Maman, dit la fille la fois de poste, Madame Cole ne le sait peut-être pas. Tais-toi, Margaret. Madame Patterson s'installa dans une chaise comme si c'était la sienne. Je fais juste la conversation. Je suis sûr que Madame Cole aime en savoir plus sur sa prédécesseur. N'est-ce que pas, ma chérie? Anna servit le café avec assurance, même si sa main tremblait. Du sucre? Si vous en avez, elle en avait. Jacob en avait rapporté un cornet de la ville la semaine dernière et l'avait laissé sur la table sans rien dire. Elle en cassa quelques morceaux avec la pain spéciale et les mit dans une soucoupe. Quel délice! Jacob doit aller mieux que prévu. Madame Patterson se servit 3 morceaux. Dites-moi d'où venez-vous exactement? De l'Est. Quelle réponse merveilleusement vague. Et ta famille est décédée. La tasse de Madame Patterson s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Tous? Presque tous. Margaret se tortilla sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Elle était jolie, mais d'une manière incomplète, comme une pâte qui avait besoin de plus de temps pour lever. Ses yeux ne cessaient de regarder vers la porte, comme si elle voulait s'enfuir. « Et comment vous êtes-vous rencontrés, Jacob et toi? » insista Madame Patterson. Ça a dû être une relation assez fulgurante, puisque personne ne savait qu'il correspondait avec quelqu'un. Anna but une gorgée de café et laissa le silence s'installer. Dehors, une des poules faisait du tapage pour une raison quelconque, probablement parce que le coq devenait trop familier. « Nous nous sommes rencontrés quand nous en avions besoin, dit-elle finalement. C'est romantique, mais je suppose que le romantisme n'est pas toujours nécessaire, n'est-ce pas? Parfois,
Les considérations pratiques suffisent. Son regard se posa sur la robe rapiécée d'Anna, ses mains rugueuses à force de travailler. J'imagine que tu es reconnaissante pour la sécurité. J'imagine que Jacob est reconnaissant pour la cuisine. Margaret émit un son qui aurait pu être un rire, rapidement étouffé. Les narines de Mme Patterson se dilatèrent. Oui, eh bien, les hommes apprécient le confort. À propos, tu dois me révéler ton secret pour entretenir ce potager. La terre ici est très difficile. Le travail, excuse-moi. Le secret, c'est le travail. Retourner la terre, ajouter du compost, arroser quand c'est nécessaire, arracher les mauvaises herbes avant qu'elles ne montent en graines. Rien de sophistiqué. Quel travail! Madame Patterson posa sa tasse avec un clic. Vous savez, il y a une association d'aide aux femmes en ville. Nous nous réunissons tous les mois, nous parlons de littérature, nous organisons des œuvres caritatives. Je pourrais vous parrainer si vous souhaitez vous joindre à nous. Anna comprit le piège. Rejoindre le groupe et être éternellement l'étrangère. Celle dont on parlait quand elle n'était pas là. La fiancée par correspondance. La femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Celle qui n'était pas Sarah. C'est très gentil, mais je suis très occupé ici. Bien sûr. Un ranch nécessite une attention constante, surtout s'il a été négligé. Elle se leva et enfila ses gants. Nous devons y aller, mais avant, j'aimerais voir ce que vous avez fait du reste de la maison. Sarah avait beaucoup de projets pour l'améliorer. La maison est comme elle doit être, mais je suis sûr qu'elle aimerait savoir qu'on en prend soin. Elle adorait cet endroit, et voilà que ça recommençait. Sarah, 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 comme si le fait de prononcer son nom suffisamment de fois allait la ressusciter. Margaret, dit Anna, ignorant Mme Patterson, tu veux emporter des œufs chez toi? Les poules pondent bien. Le visage de la jeune fille s'illumina. Oh, je peux? Bien sûr. Anna prit le panier d'œufs. Viens. Elle emmena Margaret, laissant Mme Patterson debout dans la cuisine. Quelle fouine si elle voulait. Elle ne trouverait rien d'autre que des sols propres et des vêtements raccommodés. Dans le poulailler, Margaret se détendit enfin. Je suis désolé pour maman. Elle se fait des idées sur la façon dont les choses devraient y passer. C'est le cas de la plupart des gens. Elle a généralement de bonnes intentions. C'est juste qu'elle et Madame Cole, la première, avaient prévu d'être de grandes amies. Mais elle est morte avant que maman ait pu établir correctement cette amitié. Et maman déteste les choses inachevées. Anna ramassa les œufs pendant que Margaret tenait le panier. Tu étais son amie, Sarah? Je ne l'ai vue qu'une seule fois. Elle était très belle, très délicate. Délicate. Tout ce qu'Anna n'était pas. Monsieur Cole devait beaucoup l'aimer, continua Margaret. Maman dit qu'il est presque devenu fou quand elle est morte. Il n'a laissé personne l'aider pour l'enterrement. Il a creusé les deux tombes lui-même. Les deux tombes, celle de la mère et celle du bébé. La main d'Anna hésita au-dessus du nid suivant. Mais maintenant, elle semble aller mieux, ajouta rapidement Margaret. Sam dit qu'elle a recommencé à bien travailler à la ferme et qu'elle siffle même parfois. Sam parle beaucoup pour un enfant. Margaret rougit. Ce n'est pas un enfant. Il a 15 ans, presque 16. Anna cacha un sourire. C'était donc ça. Presque un homme, alors. Exactement. Margaret prit le panier plein. Madame Cole, puis-je vous poser une question? Demandez-lui. Êtes-vous heureuse ici? La question prit Anna au dépourvu. Heureuse? Qu'est-ce que cela signifiait? Elle avait de quoi manger, un toit, un travail et un homme qui la laissait tranquille. Était-ce du bonheur ou simplement l'absence de misère? Je suis là où je dois être, dit-elle. Margaret acquiesça comme si cela avait beaucoup de sens. Elles revinrent et trouvèrent Mme Patterson sous le porche, les lèvres pincées comme si elle avait sucé des citrons. Vous êtes là. Nous devons partir. Elle enfourcha son cheval avec brusquerie. Dites à Jacob que nous sommes venus. Il sera sûrement intéressé de le savoir. Elles partirent, Mme Patterson restant raide dans sa posture, affichant sa désapprobation, et Margaret se retournant une fois pour faire un signe de la main. Anna resta sous le porche, regardant la poussière se déposer derrière elle. Jacob reviendrait bientôt pour le dîner. Serait-il fâché à cause des visiteuses? De les avoir laissées entrer et de leur avoir servi du café dans les tasses de Sarah. Elle entra dans la maison, commença à faire la vaisselle, puis s'arrêta. Là, sur la table où Mme Patterson avait été assise, se trouvait un petit journal en cuir usé sur les bords et attaché avec un ruban décoloré. Anna le prit et sut immédiatement ce que c'était
avant même de voir le nom écrit sur la couverture intérieure d'une écriture soignée. Sarah Elizabeth Cole, son livre des jours. Madame Patterson ne l'avait pas oublié. Elle l'avait délibérément laissé là, comme une gifle. Et maintenant, Anna tenait le journal de Sarah entre ses mains, sentant le poids de tous ces mots, tous ces jours vécus par la femme qui avait tout ce qu'Anna n'avait pas. La beauté, la réussite, la fertilité et l'amour de Jacob Cole. Le plus intelligent aurait été de le mettre de côté, de le donner à Jacob à son arrivée et de le laisser décider quoi faire des pensées de sa défunte épouse. Mais ses doigts étaient déjà en train de défaire le ruban, et la première page s'ouvrait, et la voix de Sarah s'élevait du papier comme de la fumée. 1er janvier 1879. Aujourd'hui, Jacob m'a souri et j'ai su que ma vie commençait. Les doigts d'Anna tremblaient tandis qu'elle tournait la page. L'écriture de Sarah était parfaite. Chaque lettre était formée comme si elle enseignait la calligraphie. 15 janvier 1879. Jacob m'a rapporté des roses de la ville aujourd'hui. Des roses jaunes. Il a dit qu'elles lui rappelaient mon rire. J'en ai pressé une entre ces pages pour me souvenir de ce sentiment. Être apprécié, être vu, être aimé. Un pétale sec est tombé, fragile comme de la vieille peau. Anna l'a attrapé et l'a tenu à la lumière de la fenêtre. Il était encore jaune après 3 ans. 3 février 1879. La maison a besoin de beaucoup de travaux, mais Jacob promet qu'ensemble, nous la rendrons magnifique. J'ai dessiné des plans pour un salon avec du vrai papier peint et des rideaux de Saint-Louis. Il se moque de mes ambitions, mais je vois qu'il économise jusqu'au dernier centime. La porte d'entrée s'est ouverte. Anna a refermé le journal et l'a caché sous un torchon. Jacob se tenait à la porte, la sueur formant des sillons dans la poussière sur son visage, et il a vu des empreintes dans le jardin. Nous avons de la visite. Madame Patterson et sa fille, Anna, s'occupa de la cuisine sans le regarder dans les yeux. Elle venait de me souhaiter la bienvenue. Il grogna et se dirigea vers le lavabo. L'eau éclaboussa. Que voulait-elle? Inspecter, juger, s'assurer que je savais. Elle s'arrêta. À propos de Sarah? Oui. Elle s'essuya lentement le visage, la serviette cachant son expression. Quand elle l'abaissa, son visage était aussi inexpressif qu'une feuille blanche. Elle partit satisfaite. Elle avait laissé quelque chose derrière elle. Anna sortit le journal et le posa sur la table entre eux. Jacob le regarda comme s'il allait le mordre. Il tendit la main, la retira, la tendit à nouveau et finit par le prendre. Le journal de Sarah. Son pouce traça son nom sur la couverture. « Je pensais que tu avais tout brûlé. » Madame Patterson l'a laissé exprès. Ça lui ressemble bien. Il l'ouvrit à la première page et lut les mots sur le sourire, sur le début de la vie. Il remua la mâchoire. « Tu l'as lu? Juste la première page avant que tu n'entres? » Il acquiesça, continua à tourner les pages, s'arrêta sur l'une d'elles et lut en silence. Son visage changea, s'adoucit, puis se durcit à nouveau. Il ferma le livre. « Je dois te dire quelque chose à son sujet, à propos de ce qui s'est passé. Tu ne me dois aucune explication. Peut-être pas, mais tu devrais le savoir. » Il s'assit lourdement sur sa chaise. Sarah était fragile. Non seulement son corps, mais aussi son esprit et son âme. Belle et fragile comme ces tasses à thé qu'elle avait commandées. Anna s'assit en face de lui et attendit. Au début, elle détestait être là. L'isolement, le travail, la saleté qui ne cessait de voler. Mais elle a essayé. Dieu sait qu'elle a essayé. Elle a peint des fleurs sur les murs pour embellir l'endroit. Elle chantait pendant qu'elle travaillait. Elle a fait en sorte que cet endroit ressemble à autre chose qu'à des planches et des clous. Ses doigts tambourinèrent sur la table, trouvèrent un rythme et s'arrêtèrent. Quand elle tomba enceinte, elle était très heureuse. Elle commença à coudre des vêtements, à planifier une nurserie dans la remise, à choisir des prénoms. Jacob Jr. pour un garçon, Rose pour une fille. Il rit, mais cela ressemblait à un sanglot. Je construisis le berceau qu'elle voulait. J'ai passé 2 mois à sculpter des fleurs sur la tête de lit. Anna se souvenait de la pièce dans la remise. Sa chambre maintenant. Il n'y avait aucune trace d'une chambre d'enfant, ni d'un berceau. L'accouchement a eu lieu plus tôt que prévu, 2 mois avant la date prévue. Je voulais appeler le médecin, mais elle a dit non. Ce n'étaient que de fausses contractions. Quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le médecin le plus proche était à 32 kilomètres. Les routes étaient boueuses à cause des pluies printanières.
Elle s'est levée d'un bond et s'est approchée de la fenêtre. Son dos bloquait la lumière du coucher au-dessus du soleil. Il m'a fallu 5 heures pour faire l'aller-retour. Pendant 5 heures, elle a accouché seule, à l'exception de Madame Henley, de la ferme voisine. Quand je suis revenu avec le médecin, elle était à peine consciente. Le bébé était coincé. Cela faisait des heures qu'il était dans cette position. Anna sentit un nœud se former dans son estomac. Elle connaissait cette histoire. Toutes les femmes connaissaient cette histoire. Le médecin fit ce qu'il put. Il sortit le bébé, mais celui-ci ne respira jamais. Il ne pleura jamais. Et Sarah tint bon un jour de plus. Assez longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. Assez longtemps pour se blâmer. Pour s'excuser encore et encore d'avoir échoué. Il s'éloigna de la fenêtre. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je lui ai dit que nous réessayerions quand il serait plus fort. Je lui ai menti en face alors qu'il était en train de mourir. Ce n'était pas un mensonge. C'était de la gentillesse. N'est-ce que pas? Il reprit le journal. Savez-vous quelles ont été ses dernières paroles? Trouve quelqu'un de plus fort. Panin, je t'aime, ne souviens-toi de moi. Trouve simplement quelqu'un de plus fort. Les mots restèrent entre eux comme des pierres. Anna comprit alors pourquoi il avait construit la cabane. Pourquoi il était venu à l'entrepôt. Pourquoi il l'avait choisie, elle, la femme qui s'était déjà révélée stérile, qui avait déjà été rejetée. Quelqu'un qui ne pourrait pas le décevoir comme Sarah l'avait fait. Qui ne pourrait pas mourir en essayant de lui donner ce qu'elle ne pouvait pas lui donner. Je ne voulais pas quelqu'un de plus fort, dit-elle à voix haute. Je ne voulais rien, personne, juste du travail et du silence, et plus de morts sous ma responsabilité. Mais tu as répondu à l'annonce, tu as demandé une petite amie. Le ranch a besoin de 2 personnes. Je ne peux pas y arriver seul malgré tous mes efforts. Et les hommes d'ici parlent. Un célibataire propriétaire devient une cible. Des veuves qui viennent avec des plats, des parents qui vous poussent vers leur fille. C'est plus facile d'avoir une femme. Plus sûr. Plus sûr, voilà. Le mot qui expliquait tout. Alors tu as choisi celle dont personne ne voulait. J'ai choisi celle qui restait debout alors que le monde se moquait d'elle. C'est différent. Anna sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de l'espoir. Quelque chose de plus silencieux. « Je peux te poser une question ?» dit-elle à propos de Sarah. Il acquiesça. L'aimais-tu? Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Alors il aimait celle qu'elle essayait d'être, cette femme de la frontière, cette épouse de rancher. Mais ce n'était pas qui elle était vraiment. Elle était la fille d'un banquier de Dallas qui lisait trop de romans d'amour sur l'Ouest. Elle posa le journal sur la table. « Tu veux lire la suite? Non? Tu es sûr? Ça pourrait répondre à certaines questions. Je n'ai pas de questions sur Sarah. J'ai des questions sur toi. » Il haussa les sourcils. Le premier jour, Anna a dit, « Quand Harwick t'a expliqué ma situation, tu savais déjà, n'est-ce pas? Avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, tu t'en doutais. » Comment? À la façon dont les autres femmes t'évitaient, à la façon dont tu restais à l'écart, à la façon dont tu semblais te préparer à un coup dur. Il la regarda droit dans les yeux. Il le reconnut. De la même manière que je suis resté après la mort de Sarah, attendant le prochain coup dur, et tu m'as choisi malgré tout pour cette raison. Je pensais que nous nous comprendrions. 2 personnes qui avaient déjà été brisées, sans rien d'autre à briser. Anna se leva et commença à préparer le dîner. Des haricots, du pain de maïs, des choses simples qui ne demandaient pas à réfléchir. Tu te trompes là-dessus. À propos de quoi? À propos du fait qu'il n'y a plus rien à briser. Elle ouvrit la casserole de haricots et remua. Il y a toujours quelque chose à briser. La question est de savoir si cela vaut la peine de prendre le risque. Elle entendit le frottement de sa chaise, ses pas qui traversaient la pièce vers sa chambre. La porte se referma doucement. Quand elle revint, elle portait quelque chose enveloppé dans du papier craft. J'ai trouvé ça dans le grenier quand je le nettoyais avant ton arrivée. Elle le posa sur la table. J'allais le brûler avec le reste. Je ne sais pas pourquoi. Anna s'essuya les mains et déballait le papier avec précaution. À l'intérieur, il y avait une robe, en calicot jaune avec de petites fleurs bleues, simple mais bien faite. La taille était parfaite. « Elle appartenait à Sarah ?» demanda-t-elle. « Non, je l'ai achetée en ville quand j'ai envoyé les faire-part de mariage. J'ai pensé que ceux qui viendraient auraient besoin de vêtements. La vie au ranch n'est pas tendre avec les robes élégantes. » Elle la souleva.
Un tissu de bonne qualité, une coupe pratique, conçu pour le travail, mais assez joli pour aller à l'église. Tu l'as acheté avant de savoir qui viendrait. Oui, mais tu ne me l'as pas donné. Je ne trouvais pas correct de te donner des choses destinées à quelqu'un d'autre, même si cette personne n'était personne en particulier. Elle plia soigneusement la robe et la réemballa. Je vais l'emporter maintenant, si tu es d'accord. Elle est à toi. Ils restèrent là, la table entre eux, la lumière du soir entrant par la fenêtre. Elle pouvait entendre les poules se préparer pour la nuit, le vent se lever, le mugissement lointain du bétail. Jacob. Oui, merci de m'avoir parlé de Sarah. J'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Tu vis dans sa maison, tu utilises ses affaires. Ce n'est plus sa maison. Elle regarda autour d'elle, la cuisine, les fenêtres propres, les étagères bien rangées, la table frottée jusqu'à ce que le bois soit à nu. Non, je suppose que non. Elle ressortit pour terminer les tâches de l'après-midi. Anna se remit à préparer le dîner, la robe jaune posée sur la chaise à côté d'elle. À travers la fenêtre, elle le vit traverser la cour pour se rendre à la grange, les épaules voûtées par autre chose que le travail de la journée. Elle pensa au journal de Sarah, qui était toujours sur la table, aux fleurs pressées et aux plans pour le papier peint, à une femme qui essayait d'être ce qu'elle n'était pas et qui mourait en essayant. Puis elle regarda ses mains. Rugueuses, habiles, vivantes, pas délicates, pas belles, mais là, présentes, réelles. Les haricots bouillonnaient, le pain de maïs levait dans le four. Un repas simple pour des gens simples qui avaient appris que la survie était une victoire en soi. Elle prit le journal de Sarah et s'approcha du poêle. Le feu brûlait bien, suffisamment chaud pour consumer le papier en quelques secondes. Il lui suffisait d'ouvrir la porte en fer, de le jeter à l'intérieur, d'en finir avec les comparaisons, d'empêcher le fantôme de hanter ses pièces. Mais lorsque sa main atteignit la poignée, il aperçut quelque chose caché dans les dernières pages. Ce n'était pas l'écriture de Sarah, mais celle de Jacob. Plus grossière, plus sombre, profondément marquée, comme si le crayon essayait de transpercer la vérité. Il retira la page, datée de 2 semaines auparavant. 2 semaines avant son arrivée à l'entrepôt. Sarah m'a dit de chercher quelqu'un de plus fort, et j'ai pensé qu'elle voulait peut-être dire plus fort dans un autre sens, pas plus fort physiquement, mais plus fort pour être seul, plus fort pour accepter moins, plus fort pour survivre sans amour. Les mots s'estompèrent, Anna cligna fortement des yeux. Elle lut la dernière ligne. C'est peut-être moi qui dois être plus forte, assez forte pour réessayer. Différemment cette fois, sincèrement cette fois, elle entendit ses bottes sur le porche. Elle remit rapidement la page dans le journal, mais elle ne pouvait pas chasser de son esprit la question qui la brûlait désormais la poitrine. Quand il avait écrit « réessayer », faisait-il référence à essayer d'avoir une femme ou à essayer d'avoir autre chose? Le ciel devint jaune comme des os anciens tandis qu'Anna ramassait le linge sur la corde à linge. L'air était dense, respirer était comme s'étouffer. Chaque morceau de tissu qu'elle touchait étincelait d'un éclair qui n'était pas encore tombé. « Un orage approche !» cria Jacob depuis la grange. Il conduisait le bétail vers le pré voisin, se déplaçant rapidement mais calmement. Une grosse. Elle avait vu des orages au Texas, mais celui-ci était différent. Les oiseaux s'étaient tus. Les poules se blottissaient dans leur poulailler sans que personne ne les pousse. Même les mouches avaient cessé de bourdonner. Jacob ferma les portes de la grange. Il vérifia les loquettes à 2 reprises. « Entre. Je dois boucher les fenêtres. Je peux aider à l'intérieur. Pas avec force, mais avec fermeté. Remplis tout ce qui peut contenir de l'eau. La baignoire, les seaux, les casseroles. Cela pourrait durer des jours. » Anna courut vers la maison lorsque le premier coup de vent souffla. Ce ne fut pas une augmentation progressive, mais un coup immédiat qui faillit la renverser. La poussière s'éleva en un mur, transformant le milieu de la journée en crépuscule. À l'intérieur, elle travailla rapidement, pompant de l'eau jusqu'à ce que ses bras lui brûlent, remplissant la baignoire, les casseroles, même les tasses en porcelaine fine. À travers les fenêtres, elle vit Jacob lutter pour mettre les planches en place, sa chemise flottant comme un drapeau. Un coup de tonnerre retentit dans la prairie, si profond qu'elle le sentit dans sa poitrine. Puis des éclairs, pas des coups isolés, mais des lames blanches qui illuminaient tout avec la crudité des eaux. La température baissa de 20 degrés,
entre deux respirations. Jacob fit éruption par la porte, les cheveux en bataille et les yeux brillants d'urgence. Vaine maintenant. Mais la maison, ce n'est pas une tempête normale. Regarde. Elle suivit son regard à travers la dernière fenêtre non barricadée. L'horizon avait disparu derrière un mur de nuages noirs-verts, tournoyant lentement comme un moulin. À sa base, quelque chose de pire. Un cône qui s'étendait comme le doigt du jugement dernier. Une tornade, dit-il, et environ 10 minutes. Ils prirent ce qu'ils pouvaient. Un seau d'eau, une lampe de poche, le panier d'œufs qu'elle venait de ramasser. La porte du sous-sol leur résistait. Le vent essayait de l'arracher des mains de Jacob. Ils tombèrent à mi-chemin dans les escaliers lorsque la première grêle tomba. Ce n'était pas de la pluie. Des morceaux de glace de la taille de noix frappaient le toit comme de l'artillerie. Le sous-sol était petit, sombre. Il sentait la terre et les pommes de terre. Jacob alluma la lampe de poche et la suspendit à une poutre. À la lumière jaune, ils se regardèrent. Sa chemise était déchirée. Du sang coulait d'une coupure sur sa joue, là où quelque chose l'avait frappé. « Laisse-moi. » Anna lui toucha le visage. La maison au-dessus d'eux hurlait. Le bois craquait, les clous sautaient. Quelque chose de lourd heurtait le sol à l'étage. Les meubles volaient comme des jouets. « Baisse-toi. » Jacob la poussa contre le mur du fond et la couvrit de son corps tandis que la terre pleuvait entre les planches. La lampe torche se balançait violemment, projetant des ombres qui dansaient comme des démons. Puis vint le rugissement. Ce n'était pas le vent, c'était quelque chose de vivant et d'affamé. La porte du sous-sol vibra plus fort. Anna pressa son visage contre l'épaule de Jacob, sentit son cœur battre fort contre sa joue. Ses bras l'enlaçant, solides comme des poutres de chêne. Le temps perdit tout son sens. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le monde au-dessus d'eux s'effondrait morceau par morceau. Le verre se brisait, le bois se fendait, le toit en tôle se détachait dans un crissement qui semblait humain. Puis elle sentit une pression dans ses oreilles, comme si elle plongeait dans les profondeurs de la mer. La porte du sous-sol explosa vers l'extérieur. La tornade était juste au-dessus d'eux, essayant de les aspirer à l'intérieur. Jacob la serra plus fort dans ses bras. Ses lèvres bougèrent contre ses cheveux. Ce n'étaient pas des mots qu'elle pouvait entendre malgré le rugissement, mais elle les sentait. Peut-être une prière, ou des promesses, ou simplement son nom répété comme une encre. Anna enroula ses bras autour de sa taille et s'accrocha de toutes ses forces. S'ils devaient mourir, au moins ils ne seraient pas seuls, pas séparés, ensemble dans l'obscurité, tandis que le monde s'écroulait au-dessus d'eux. La lampe torche s'éteignit, laissant place à une obscurité totale. Seul le rugissement, la pression et deux corps serrés contre le sol. Son souffle dans son cou, ses mains agrippées à sa chemise, tous deux réduits à des battements de cœur et à des respirations retenues, et l'espoir désespéré que les poutres tiendraient bon. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le rugissement s'éloigna. Il était toujours là, mais lointain, dévorant désormais la vie d'une autre personne. La pression diminua. Les oreilles d'Anna se débouchèrent, où elle pouvait à nouveau entendre. Le souffle saccadé de Jacob, ses propres sanglots qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. « Reste ici », lui dit-il contre ses cheveux. « Non », s'accrocha-t-elle plus fort. « Ensemble ou rien ». Elle s'écarta suffisamment pour voir son visage dans la faible lumière qui filtrait par l'endroit où se trouvait auparavant la porte. Elle leva la main, lui toucha la joue, vérifiant s'il avait une blessure ou quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas nommer. Ensemble, ils sortirent prudemment, Jacob la tirant en premier, après que le monde au-dessus soit devenu chaotique. Là où aurait dû se trouver la cuisine, on voyait le ciel. Le plafond avait disparu, la moitié des murs aussi. La cuisinière était intacte, mais la table avait disparu. Les tasses en porcelaine fine de Sarah étaient toujours sur l'étagère remplie d'eau, tandis que l'étagère du dessus avait complètement disparu. « La grange », murmura Anna. Ils se retournèrent. La grange avait disparu. Elle n'était pas endommagée. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. À sa place, il y avait du bois éparpillé et une vache désorientée qui se tenait debout parmi les débris en mugissant pitoyablement. Le poulailler avait été soulevé et se trouvait à 6 mètres de là, à l'envers. Des caquettements indignés s'en échappaient. Jacob rit, mais ce n'était pas un rire joyeux, plutôt le genre de rire qui surgit quand pleurer signifierait ne plus pouvoir s'arrêter. Les poules avaient survécu,
mais pas de la grange. Les desseins du Seigneur sont impénétrables. Anna vit quelque chose de pire. La remise de sa chambre. Le coin de la maison où elle avait dormi ces dernières semaines. Tout avait disparu, sauf le sol et une partie d'un mur. Son sac de voyage avait disparu. La robe jaune que Jacob lui avait offerte avait disparu. Le lit dans lequel Sarah ne dormait jamais était réduit en copeaux. Mais la chambre principale, celle de Jacob, était intacte, à l'exception des fenêtres qui avaient disparu. La tempête a sa propre volonté, dit Jacob, suivant son regard. Elle a emporté ta chambre, mais a laissé la mienne avec mes vêtements, mes affaires. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à toi. Non, sa voix semblait étrange. Elle se retourna. Il la regardait, se regardait comment ils étaient. À un moment donné pendant la tempête, sans le vouloir, ils s'étaient enlacés comme des lianes. Ses mains agrippaient encore sa chemise. Ses bras entouraient encore sa taille. Ils respiraient à l'unisson. Leur cœur battait encore au même rythme. Elle devrait reculer, revenir à une distance appropriée. Se rappeler qu'il s'agissait d'un accord commercial, pas d'un mariage. C'est vrai. Au lieu de cela, elle regarda les débris qui les entouraient, la grange que Jacob avait construite de ses propres mains, la cuisine qu'elle avait faite sienne. Tout était détruit, sauf eux. Ils avaient survécu en s'accrochant l'un à l'autre, en choisissant d'être ensemble plutôt que de se séparer. Nous devons voir s'il y a des animaux blessés, dit-elle sans bouger. Oui, nous devons sauver ce que nous pouvons avant la tombée de la nuit. Oui, nous devons décider où nous allons dormir cette nuit. Son bras se raidit légèrement. Anna, Monsieur Cole. Sam Patterson arriva au galop à travers les décombres, les yeux exorbités par la peur. Le garçon saignait d'une douzaine de coupures et ses vêtements étaient en lambeaux. Monsieur Cole, vous devez venir. La tornade a frappé notre maison de plein fouet. Les pads de pause sont coincés sous la maison. Maman m'a envoyé chercher de l'aide. Jacob la lâcha et se mit en route. Comment va-t-il? Mal. Ses pattes sont coincées. Maman peut l'entendre, mais elle ne peut pas l'atteindre. Jacob ramassa les outils qu'il put trouver dans les décombres. Une pelle, un levier, une corde qui s'était enroulée autour de la pompe à eau. « J'y vais, » dit Anna. « Non, c'est trop dangereux. Tu as besoin de toute l'aide possible, et je m'y connais un peu en médecine. » Sa mère le lui avait appris quand elle se parlait encore, quand Anna était encore une fille plutôt qu'une déception. Il la regarda vraiment, et vit quelque chose en elle qui le fit acquiescer. « Tu sais monter à cheval si nécessaire? » Ils attrapèrent 2 chevaux qui avaient survécu dans le pré lointain, effrayés mais indemnes. Anna releva sa jupe, grimpa sur le dos du cheval et s'agrippa à la crinière. Jacob haussa un sourcil, mais ne dit rien. Ils chevauchèrent à toute vitesse à travers un paysage transformé, avec des arbres dénudés, des clôtures disparues et du bétail mort éparpillé comme des poupées cassées. La tornade avait laissé une trace droite comme une voie ferrée à travers la prairie. Tout d'un côté était intact. Tout de l'autre côté était détruit. La ferme des Patterson semblait tout droit sortie de l'apocalypse. La maison avait été soulevée, tordue et mal replacée. Les murs penchaient à des angles qui faisaient mal à voir. Le toit gisait dans la cour comme un chapeau emporté par le vent. Madame Patterson se tenait debout à l'endroit où se trouvait autrefois la porte d'entrée, ses cheveux parfaitement coiffés désormais ébouriffés et sa robe d'équitation déchirée. Lorsqu'elle les aperçut, quelque chose se brisa sur son visage. Dieu merci, il est là-dessous. Je l'entends. Mais sous le bois tordu, un son parvint aux oreilles d'Anna, lui nouant l'estomac. Ce n'était pas exactement un cri ni un gémissement. C'était le son que fait la douleur quand il n'y a pas de mots pour la décrire. Jacob évaluait déjà la situation, marchant parmi les débris, testant les planches. « Sam, rassemble tous les hommes que tu peux trouver. Nous allons avoir besoin d'aide. Anna, regarde quelles fournitures médicales ont survécu. Madame Patterson, continuez à lui parler. Faites-lui savoir que nous sommes là. » Anna fouilla les débris. Elle trouva la cuisine des Patterson détruite, mais reconnaissable. De l'acide phénique miraculeusement intact. Des chiffons propres qui étaient autrefois des rideaux. Une trousse à couture avec des aiguilles qui pourraient servir si nécessaire. Lorsqu'elle se retourna, elle vit que Jacob s'était déshabillé jusqu'à la taille, les muscles tendus, tandis que Sam et lui s'efforçaient de déplacer une poutre. Quelque chose se tramait entre eux deux. Il remarqua quelque chose qui n'avait rien à voir avec la commodité ou l'accord.
Quelque chose né dans l'obscurité du sous-sol, nourri par la peur partagée et la survie partagée. Quelque chose qui pourrait devenir autre chose s'il le laissait faire. S'il survivait à cette journée, si Patterson survivait, s'il pouvait reconstruire à partir de zéro. Il entendit Jacob jurer. C'était la première fois qu'il l'entendait dire des gros mots. Elle vit ce qu'il voyait. La poutre principale qui soutenait le poids de la maison, la même poutre qui immobilisait les jambes de Patterson. S'il la déplaçait mal, toute la structure s'effondrerait. S'il la déplaçait correctement, il pourrait le sauver. Mais un mauvais calcul, une planche déplacée, et il sortirait un cadavre au lieu d'un homme. Jacob la regarda dans les yeux à travers les décombres, et elle vit qu'il réalisait la même chose qu'elle. Ce choix, cet instant, allait tout changer. Sauver Patterson et devenir des héros. Échouer et devenir le couple qui avait laissé mourir son voisin. Nous devons d'abord étayer les côtés, dit Anna, surprise par sa voix ferme. Créer un tunnel, puis le sortir sans déplacer le poids principal. Jacob la regarda fixement. Tu as déjà fait ça avant. Je l'ai vu une fois lors d'un effondrement dans une mine près de chez moi. Elle ne précisa pas que 3 hommes étaient morts malgré tout. Elle ne mentionna pas les cris qui la hantaient encore dans ses rêves. Apprends-moi, dit Jacob, et ainsi, sans plus attendre, elle prit les commandes. La femme que personne ne voulait, dirigeant les hommes pour sauver une vie. L'épouse stérile devenant autre chose. Dans les décombres de la tempête, Anna dirigeait les hommes comme si elle était née pour cela. Sam apporte ses poteaux de clôture. Nous les utiliserons comme support. Monsieur Johnson, apportez des planches plus petites. Nous construisons un tunnel, pas un pont. 6 voisins étaient arrivés, attirés par le désastre comme la prairie attire la pluie. Ils l'écoutaient sans poser de questions. Peut-être parce que sa voix transmettait la même certitude qui l'avait maintenu debout sur le quai de la gare quelques semaines auparavant. Jacob travaillait à ses côtés, suivant ses instructions sans que sa fierté ne s'en mêle. Ils bougeaient maintenant ensemble comme ils l'avaient fait dans la cuisine. Ils se comprenaient sans parole, se passaient les outils avant qu'on ne les leur demande, savaient où l'autre allait poser les pieds. « C'est presque fini », gémit Patterson d'en bas. Sa voix s'affaiblissait. « Économisez vos forces, Monsieur Patterson », lui cria Anna. « Encore 5 minutes. Ça vous a pris 20 minutes. » Chaque planche a été posée avec soin, chaque renfort testé 2 fois. Lorsque le tunnel fut enfin sécurisé, Jacob s'y engouffra tête la première, une corde attachée à la taille. Anna tenait l'autre extrémité avec 3 hommes, prête à tirer si la structure bougeait. Elle pouvait entendre Jacob parler à voix basse à Patterson, des mots apaisants tandis qu'il s'efforçait de libérer ses jambes coincées. Puis ils tirèrent fermement. Ils tirèrent. Patterson poussa un cri aigu et terrible, puis se tut. Pendant un instant, Anna crut qu'ils l'avaient perdu. Puis Jacob ressortit, traînant Patterson par les épaules. Les jambes de l'homme étaient tordues, mais libres. « Il est vivant, dit Jacob. Mais ses jambes... » Anna était déjà en train de l'examiner, vérifiant s'il saignait, cherchant des fractures. Ses 2 jambes étaient brisées sous le genou, mais il n'y avait pas de perte de sang importante. « Pas encore. Il nous faut un médecin, » dit Mme Patterson, le visage pâle comme une fleur. Le médecin est à 32 kilomètres. Quelqu'un dit « Si son cabinet a survécu », Anna regarda les angles des jambes de Patterson. La façon dont son pied gauche pointait vers l'arrière lui fit penser aux 3 mineurs de son village. Comment 2 d'entre eux étaient morts en attendant le médecin? Comment l'un avait survécu parce que sa mère n'avait pas attendu? « Je peux les remettre en place », s'entendit-elle dire. Pas parfaitement, mais suffisamment pour lui donner une chance lorsque le médecin arriverait. Madame Patterson lui saisit le bras. « Mais tu ne dois pas. Ne fais pas ça. Je t'ai vu le faire. Je t'ai aidé à le faire. » Anna regarda la femme droit dans les yeux. « C'est toi qui décides. Me laisser essayer ou attendre et espérer. » Madame Patterson regarda son mari, désormais inconscient, le visage gris comme de la cendre. « Fais-le. » Anna demanda à Jacob de couper des lamelles de bois pendant qu'elle mélangeait de l'acide phénique avec l'eau qu'ils avaient trouvée. Sam maintint Patterson par les épaules. 4 hommes le tinrent par les hanches. Jacob se plaça selon les instructions d'Anna, prêt à redresser les os pendant qu'elle le guidait. « À 3, dit-elle. 1, 2, à 3. Elle fit signe à Jacob. Il tira fermement tandis qu'elle palpait les os à travers la peau.
les guidant pour les remettre en place. Patterson se réveilla en hurlant. Madame Patterson sanglotait, mais les mains d'Anna restèrent fermes, travaillant au toucher, de mémoire et en priant. La jambe gauche se remit en place comme Dieu l'avait voulu. La droite résistait, les os craquaient. Elle dut la casser à nouveau pour la remettre en place. C'est alors que Patterson s'évanouit définitivement, ce qui fut une bénédiction. Lorsque les deux jambes furent plâtrées et bandées, Anna s'assit sur ses talons. Le sang recouvrait ses mains et sa robe. Le soleil se couchait, teintant tout de la couleur des nuages orageux du matin. « Va-t-il survivre ?» demanda Madame Patterson. « Peut-être, s'il n'y a pas d'infection, si les os se remènent bien. » Anna se leva, les jambes tremblantes. « Gardez les blessures propres. De l'acide phénique 2 fois par jour. Ne le laissez pas bouger pendant au moins 2 mois. » Madame Patterson saisit les mains ensanglantées d'Anna. « J'avais tort. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je pensais, des larmes coulaient sur son visage sale. Tu es exactement ce dont Jacob avait besoin, ce dont nous avions tous besoin. » Anna retira ses mains, mal à l'aise face à tant de gratitude. N'importe qui l'aurait fait. « Non, » dit Jacob à voix basse. Il ne l'aurait pas fait. Il la regardait différemment maintenant, pas comme un compromis, pas comme une commodité, mais comme quelque chose de complètement différent. Ils rentrèrent à cheval à la lumière du jour déclinante, les chevaux contournant les débris. Aucun des deux ne parla. Trop de choses avaient changé en une seule journée. La tempête, le sauvetage, la façon dont ils avaient travaillé ensemble comme 2 mains d'un même corps. Le ranch avait de l'air encore plus sinistre au crépuscule, les ombres accentuant l'ampleur des dégâts. La cuisine sans toit était ouverte à ciel ouvert. La chambre détruite d'Anna exposait ses ossatures au monde entier. Mais les poules étaient vivantes, caquetant bruyamment dans leur poulailler renversé. La vache laitière attendait patiemment près de la grange en ruine, attendant d'être traite. La vie exigeait de l'attention malgré la destruction. « Nous dormirons dans ma chambre, » dit Jacob. « C'est le seul espace qui reste avec 4 murs et un toit. » Anna acquiesça. Elle n'avait plus la force pour les formalités. Ils avaient déjà dépassé cela. Ils avaient dépassé les distances prudentes de leur première semaine. Ils travaillèrent à la lumière des lanternes, sauvant ce qu'ils pouvaient. Le poêle fonctionnait encore, miracle de l'obstination de la fonte. Elle prépara du café, fit cuire des œufs provenant des nids éparpillés et fit griller du pain sur le feu. Un repas simple qui avait le goût de la survie. « Tu t'en es très bien sorti aujourd'hui, » dit Jacob pendant le repas avec Patterson. « Avec tout ce que j'ai appris de ma mère avant qu'elle ne décide qu'elle était morte pour elle, sa perte. » Ils rangèrent en silence, puis affrontèrent la réalité de l'endroit où ils allaient dormir. Une chambre, un lit, 2 personnes qui avaient commencé par être des inconnus et étaient devenues autre chose en l'espace d'une tempête. « Je dormirai par terre, » dit Jacob. Non, Anna se surprit elle-même par sa fermeté. Nous sommes tous les deux épuisés. Nous sommes tous les deux adultes. Nous pouvons partager un lit sans que cela signifie autre chose qu'un refuge. Il la regarda fixement, puis acquiesça. Ils se préparèrent à se coucher, avec précaution, elle derrière le paravent que Sarah avait peint de fleurs. Il se tourna vers le mur. Le lit était assez grand pour maintenir la distance entre eux, mais le matelas s'affaissait vers le centre et la gravité les rapprochait plus que prévu. Anna était allongée, raide, consciente de chaque bruit qu'il faisait, de chaque respiration, de chaque mouvement. La tempête avait emporté plus que des toits et des murs. Elle avait emporté le prétexte selon lequel ils n'étaient que 2 personnes partageant le travail. Anna. Sa voix était douce dans l'obscurité. Oui, aujourd'hui, dans le sous-sol, quand j'ai pensé que nous allions mourir, j'ai réalisé quelque chose. Elle attendit avec difficulté. Avant de venir à l'entrepôt, j'ai écrit dans le journal de Sarah que je voulais réessayer, être plus forte. Je le sais, je l'ai vu quand tu m'as montré le journal. Le silence s'installa entre eux. J'ai alors pensé que je voulais dire être plus forte pour être seule. Mais ce n'était pas ça. Le lit craqua lorsqu'il se tourna vers elle. Elle pouvait sentir sa chaleur à travers l'espace qui les séparait. Elle pouvait sentir le savon, la sueur et quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Qu'était-ce donc? Assez forte pour choisir. Ne pas se laisser aller à quelque chose parce qu'on l'attend, parce que c'est la bonne chose à faire ou parce que c'est facile. Mais le choisir clairement.
en connaissant les risques. Anna se tourna vers lui, elle pouvait à peine voir son visage à la lumière de la lune à travers la fenêtre cassée. Que choisis-tu, toi, si tu m'acceptes? Pas comme un compromis, pas par convenance, comme épouse. C'est vrai. Les mots restèrent suspendus entre eux comme des étoiles du matin. Anna pensa à sa présence sur cette estrade, aux questions cruelles de Madame Patterson, au journal intime de Sarah rempli de rêves romantiques, à leur travail d'aujourd'hui comme s'ils avaient toujours été en couple. « Je ne suis pas Sarah, dit-elle. Je ne le serai jamais. Dieu merci. » Sa main trouva celle d'Anna entre les leurs. « Je ne veux pas de Sarah. Je veux la femme qui est restée debout alors que le monde se moquait d'elle. Celle qui travaille sans se plaindre, celle qui a sauvé la vie d'un homme avec rien d'autre que sa mémoire et son courage. Je ne peux pas te donner d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Je veux une compagne. Je veux une épouse. Je te veux, toi. » Anna pensa à toutes les fois où elle avait été rejetée par Thomas, par sa famille, par la ville, par tout le monde, sauf cet homme qui l'avait choisi alors qu'elle était la dernière restante. « Oui, dit-elle, simple, clair. Moi aussi, je te choisis. » Il l'attira vers lui, assez lentement pour qu'elle puisse l'arrêter si elle le voulait. Mais elle ne le voulait pas. Ses bras l'enlacèrent, solides et rassurants comme il l'avait été dans la cave. Mais il ne s'agissait pas de se réfugier de la tempête. Il s'agissait de choisir de construire quelque chose à partir des décombres. Son baiser était prudent, à la fois question et réponse. Elle avait déjà été embrassée auparavant. La bouche exigeante de Thomas prenant ce qu'il considérait comme sien. C'était différent. C'était une conversation. C'était une reconnaissance. C'étaient deux personnes qui avaient survécu séparément et avaient choisi de vivre ensemble. Quand ils se séparèrent, il lui caressa le visage, traçant du pouce le chemin suivi par ses larmes. « Nous reconstruirons, dit-il, la maison, la grange, tout. Mais cette fois, ce sera différent. Comme tu le souhaites, comme nous le souhaitons. Ensemble, ensemble. » Ils se blottirent l'un contre l'autre, sa tête sur son épaule et son bras autour de sa taille. Dehors, les coyotes hurlaient dans la prairie déserte. Le vent sifflait à travers le toit disparu. Mais dans cette chambre, dans ce lit, deux personnes qui n'attendaient rien ont tout trouvé. Jacob H. Demain, quand nous irons au village pour faire des provisions, je signerai le registre sous le nom d'Anna Cole, mon vrai nom cette fois. Fini de faire semblant, il la serra plus fort dans ses bras. Très bien, même si les gens peuvent parler, nous partageons le même lit avant que le pasteur ne nous bénisse comme il se doit. Anna rit, surprise par le son. Qu'il parle. Nous sommes ceux qui ont survécu à la tempête. Le matin apporterait du travail, la reconstruction, les questions et les commérages du village. Mais pour l'instant, dans l'obscurité de leur maison endommagée, ils avaient cela. Le choix d'être ensemble. Non pas parce qu'ils devaient le faire. Non pas parce que des circonstances les y obligeaient, mais parce qu'à un moment donné entre le quai de la gare et cet instant, deux personnes qui avaient renoncé à l'amour avaient découvert quelque chose de mieux. La camaraderie, la confiance, et le genre d'amour qui ne vient pas du fait de tomber amoureux, mais du choix de rester ensemble alors que le monde tente de les séparer. Le coq chanta tôt, déconcerté par la disparition des murs du compartiment. Anna bougea, sentit les bras de Jacob toujours autour d'elle et sourit. Dehors, le soleil se levait sur les décombres. Il était temps de reconstruire. Il était temps de commencer. Il était temps de vivre la vie qu'ils avaient choisie sur les ruines de celle qui leur avait été imposée. Elle se leva, s'habilla derrière le paravent peint des fleurs de Sarah, conservant ce morceau du passé tout en construisant l'avenir. Jacob la regardait avec des yeux qui promettaient tout. Du travail, des combats, probablement d'autres tempêtes, mais aussi cela. Quelqu'un qui l'avait choisi alors qu'elle était de la dernière debout, quelqu'un qu'elle avait choisi en échange. « Prête ?» demanda-t-il. Anna regarda la maison endommagée, le travail qui les attendait. L'homme qui était devenu son véritable mari, même s'il n'était pas encore son beau-père, pensa à toutes les personnes qui avaient dit qu'elle était une marchandise endommagée, stérile, sans valeur. « Prête », dit-elle, et elle le pensait vraiment. Ils partirent ensemble pour affronter la journée. Ils n'étaient plus deux personnes partageant un espace, mais deux moitiés d'un tout. La tempête leur avait pris leur refuge, mais elle leur avait donné quelque chose de mieux. La certitude qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre, non pas malgré leurs défauts, mais précisément à cause d'eux.
Deux personnes qui comprenaient que parfois, être celui que personne ne voulait signifiait qu'on vous avait réservé pour celui qui pouvait vraiment vous voir. Le travail serait difficile, les gens du village colporteraient des ragots. L'avenir restait incertain, mais Anna Cole, car c'était désormais elle, véritablement et complètement, avait appris quelque chose dans cet abri contre les tempêtes, blotti contre la terre alors que le monde s'écroulait au-dessus. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne commençaient pas par la perfection, mais par deux personnes qui décidaient de construire quelque chose de beau à partir des décombres de leurs désastres respectifs. Tu sais ce que j'ai appris? Après 30 ans d'élevage, les clôtures les plus solides ne se construisent pas toutes seules. Ce matin-là, après la tempête, alors que la moitié de notre comté était en ruine, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Anna Cole, la femme que tout le monde avait rejetée à cette époque, est devenue le fil qui nous a réunis. Elle a appris au cercle de couture de Madame Patterson à faire des bandages. Elle a montré aux jeunes femmes comment faire durer les provisions lorsque les magasins ne pouvaient pas être approvisionnés. Même le Grincher Tom Hadley l'a écouté lorsqu'elle a expliqué la rotation des cultures. Vous voyez, nous étions tous tellement concentrés sur ce qu'Anna ne pouvait pas offrir, des enfants, une pedigree, une beauté conventionnelle, que nous avons négligé ce qu'elle pouvait apporter. Une sagesse pratique, des mains fermes et la rare capacité de voir les gens tels qu'ils étaient et non tels qu'ils prétendaient être. Lorsque la jeune Margaret Patterson était venue en pleurant après la demande en mariage de Sam, c'est vers Anna qu'elle s'est tournée. Lorsque ma propre femme a eu besoin de conseils pour un accouchement difficile, Anna était là, avec ses herbes et son honnêteté. Jacob a également changé. Il a commencé à assister aux réunions du village et même à sourire de temps en temps. Ils ont reconstruit ce ranch différemment, mieux, sans essayer de recréer ce qui avait été perdu, mais en créant quelque chose de nouveau. Parfois, celui dont personne ne veut devient celui dont tout le monde a besoin. Remarque, cette histoire s'inspire des traditions romantiques de l'Ouest et a été créée uniquement à des fins de divertissement. Ibalin n'approuve, n'encourage ni ne promeut aucune forme de violence ou de comportement préjudiciable. Tous les personnages et événements sont le fruit de l'imagination de l'auteur, et toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous souhaitez continuer à explorer les terres du Far West, abonnez-vous et restez sur le chemin.